Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question que, franchement, on s'est tous posé un jour. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a envoyé notre CV? On clique sur Envoyer et après. C'est un peu le grand mystère, cette boîte noire des RH. Qui lit notre CV? Comment? Est-ce qu'il arrive même quelque part? C'est vrai que ça peut être angoissant. On a l'impression de lancer une bouteille à la mer numérique un peu. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair. On va explorer ensemble le parcours type d'un CV une fois qu'il atterrit chez les RH. Et pour nous guider, on s'appuie sur des infos tirées d'un document de Formation by LRD-CIP. Le titre est assez direct. Que fait le RH quand il reçoit votre CV? L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce processus. De démystifier un peu tout ça, oui. Comprendre les étapes, la logique derrière. Voilà. Et peut-être que ça nous aidera au final à rendre nos candidatures un peu plus percutantes. Parce qu'il faut imaginer, pour un poste qui attire un peu, les RH peuvent recevoir des dizaines, des centaines de CV. Ah oui, facilement. Parfois beaucoup plus pour certains postes ou certaines entreprises très attractives. Donc, face à ce volume, ils ne peuvent pas juste lire chaque CV de A à Z au début. Ils doivent avoir une méthode, non? Un système. Absolument. Une approche structurée est indispensable pour être efficace. Alors, comment ça commence concrètement? D'après notre source, la toute première étape, c'est le tri initial. Logique. Mais comment ça se passe, ce premier filtre? Alors, ce tri initial, c'est une première sélection assez rapide. L'objectif, c'est vraiment de séparer, on va dire, le bon grain de livret. D'un côté, les CV qui semblent correspondre aux critères vraiment de base du poste. Les fondamentaux, quoi. C'est ça. Qualification minimale, l'expérience vraiment requise, les compétences clés indispensables. Et de l'autre côté, ceux qui sont manifestement hors sujet. Et ça, c'est fait par un humain qui survole rapidement ou il y a autre chose? Alors, ça dépend, mais la source mentionne explicitement quelque chose d'important, la possibilité d'utiliser des ATS. ATS, Applicant Tracking Systems. C'est pas quoi? Exactement. Ce sont des logiciels de suivi des candidatures. Ils peuvent en fait préanalyser les CV, souvent en cherchant des mots-clés spécifiques. Ah ouais. Donc un robot peut décider si mon CV passe ou pas? C'est une possibilité de plus en plus courante, surtout dans les grandes structures qui gèrent d'énormes volumes. Attention, ça ne remplace pas toujours l'humain, mais ça aide à faire un premier écrémage très rapide. D'accord. Et l'objectif, c'est juste l'efficacité. Gagner du temps. Principalement, oui. Il faut réduire la pile de CV à quelque chose de gérable pour l'étape suivante, l'analyse plus poussée. Sinon, les équipes RH seraient complètement noyées. Logique. Mais ça implique quoi pour nous, candidats? Ça implique que c'est absolument crucial d'avoir les bons mots-clés dans son CV. Si les termes de l'annonce, les compétences essentielles ne sont pas là ou pas facilement repérables, On risque de passer à la trappe directe, même si on est compétent? c'est le risque, oui. Surtout avec un système automatisé. Donc, première leçon, bien lire l'annonce et s'assurer que le CV y répond clairement, avec les bons termes. Ok. Message reçu. Première étape, ce tri, potentiellement aidé par des logiciels. Admettons que notre CV passe ce cap. C'est quoi la suite? Alors, une fois qu'on a cette première sélection, on rentre dans la deuxième phase, l'analyse du contenu. Là, on change un peu d'échelle. C'est plus juste un survol rapide. Et non, là, le recruteur va regarder plus attentivement les CV qui ont été retenus. C'est un examen plus en profondeur pour évaluer la pertinence réelle du parcours du candidat par rapport aux besoins spécifiques du poste. Et qu'est-ce qu'ils regardent, concrètement? La formation, les diplômes, j'imagine? Oui, bien sûr, la formation, les certifications, ça compte. Mais ça va au-delà. On regarde l'expérience professionnelle en détail. Les postes occupés, les entreprises, la durée, Les missions effectuées? surtout les responsabilités assumées et, très important, les réalisations concrètes. Qu'est-ce que la personne a fait? Quels résultats elle a obtenus? Est-ce que les compétences qu'elle liste sont illustrées par des exemples précis dans son parcours? Ah, donc c'est plus juste cocher des cases, master en ceci ou 5 ans d'expérience. Faut montrer ce qu'on a vraiment apporté. Exactement. Ce qui est intéressant ici, et que le document suggère, c'est qu'on évalue aussi la cohérence du parcours. Est-ce que les expériences s'enchaînent logiquement? Est-ce qu'il y a une progression? Une histoire qui se tient, en quelque sorte. Voilà. Est-ce que le parcours raconte une histoire qui mène naturellement vers le poste proposé? Le CV devient un peu comme un récit professionnel. Et on en évalue la crédibilité, la pertinence par rapport à ce que l'entreprise cherche vraiment. On cherche la substance. C'est beaucoup plus qualitatif, effectivement. Bon, et ensuite, la source parle d'une étape qui n'est pas systématique, la vérification des références. Ça me paraît un peu tout, non? Avant même un entretien.
La source précise bien dans certains cas. Ce n'est pas automatique à ce stade, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut arriver. Comme quoi, par exemple? Pour des postes qui demandent une très grande confiance, je pense à la finance, à la sécurité, ou des postes à très haute responsabilité, l'entreprise peut vouloir valider très tôt certains points critiques. Pour être sûr de ne pas perdre de temps avec un profil qui poserait problème. Par exemple. Ou alors, parfois, c'est juste pour lever un doute apparu pendant l'analyse du CV. Une expérience qui semble un peu floue, une compétence affirmée mais pas très bien illustrée. Un petit coup de fil à une référence peut vite clarifier les choses. D'accord. Et l'idée, c'est de vérifier si ce que le candidat a écrit est vrai. En grande partie, oui. Confirmer les dates, les fonctions occupées, mais ça peut aussi être pour avoir un aperçu des performances, des compétences comportementales, le fameux savoir-être, comment la personne travaillait en équipe, etc. C'est une tentative d'avoir un regard extérieur pour corroborer les dires du candidat. Bon, après, la fiabilité des références données, c'est un autre débat. Bien sûr. Mais l'intention est là. Ok. Donc, tri, analyse de contenu et parfois vérification des références. Et après cette étape, On arrive au cœur du sujet, j'ai l'impression. Le document parle de comparaison avec le profil du poste. ah oui, là, on est vraiment au centre du processus d'évaluation sur dossier. C'est sans doute l'étape la plus décisive. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, le recruteur prend toutes les informations qu'il a collectées et analysées sur le candidat et il les met en parallèle, vraiment, point par point, avec les exigences définies pour le poste. C'est le grand moment du matching, de l'adéquation. C'est là que la personnalisation du CV dont on parle tout le temps prend tout son sens, j'imagine. Mais carrément, c'est ici que se joue le fameux fit. On ne se demande plus seulement est-ce que ce candidat est bon dans l'absolu, mais est-ce que c'est le bon candidat pour ce poste précis dans cette entreprise maintenant. Donc ça va au-delà des compétences techniques pures. Oh oui, les compétences techniques sont importantes, évidemment, mais on évalue aussi si l'expérience vécue correspond bien aux défis spécifiques du poste, si les qualités personnelles semblent coller avec la culture de l'équipe, de l'entreprise. C'est presque une projection. Ouais. Est-ce qu'on imagine cette personne réussir dans ce rôle, chez nous? C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'un CV générique, le même envoyé pour 15 offres différentes, il a beaucoup moins de chances de passer cette étape avec succès. Logique. Le recruteur y cherche des preuves que le candidat a vraiment compris les enjeux du poste et qu'il y répond spécifiquement. Chaque petite phrase de l'annonce peut avoir son importance. Le CV idéal, c'est celui qui fait écho à cette annonce, intelligemment. Ce qui explique pourquoi on nous rabâche tout le temps d'adapter notre CV. Ce n'est pas juste pour faire joli. Non, c'est stratégique. Cette étape de comparaison le montre très bien. D'accord, c'est très clair. Et donc, logiquement, après cette comparaison, il doit bien se passer quelque chose. Une décision doit être prise. Oui, tout ce processus mène à la dernière étape décrite par la source, la présélection des candidats. C'est l'aboutissement logique. La fameuse shortlist. Exactement. Après avoir trié, analysé, peut-être vérifié les références et surtout comparé au profil, les RH établissent une liste restreinte. Ce sont les candidats jugés les plus prometteurs, ceux qui semblent le mieux correspondre. Et ce sont eux, et seulement eux, qui continuent l'aventure. C'est l'idée générale, oui. Ces candidats présélectionnés sont ceux qu'on va inviter à l'étape suivante, qui sort du cadre de l'analyse du CV seul. Le plus souvent, c'est un premier entretien, téléphonique ou en visio, parfois en personne. Selon le poste et l'entreprise, il y aura peut-être aussi des tests, des mises en situation. Mais la présélection sur CV marque vraiment la fin de cette première phase d'évaluation sur dossier. Donc si on visualise, c'est un peu comme un entonnoir, non? On part de beaucoup de CV, et à chaque étape, on resserre, on affine. C'est une excellente image, oui. D'un grand volume au départ, on arrive à un petit groupe de profils jugés pertinents, avec lesquels l'entreprise va ensuite investir plus de temps et de moyens. C'est une question d'efficacité, encore une fois. Oui, pour rendre le processus gérable. Mais attention, il y a une nuance importante que la source souligne aussi. Ah oui, laquelle? C'est qu'il n'y a pas une seule et unique façon de faire les choses. Ce processus en 5 étapes, c'est un schéma général, une trame qu'on retrouve souvent. Mais ça peut varier. Tout à fait. Les pratiques concrètes peuvent différer. Est-ce qu'on utilise beaucoup les ATS? À quel moment on vérifie les références? Quel poids on donne à la formation par rapport à l'expérience? Est-ce que le fit culturel est hyper important ou un peu moins? Tout ça, ça peut changer d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, et même parfois d'un poste à l'autre dans la même boîte. Ce qui complique encore un peu la tâche du candidat, finalement, si les règles du jeu sont pas toujours exactement les mêmes.
Disons que ça renforce l'importance de soigner les bases. Avoir un CV clair, bien structuré, sans faute, qui met en avant des réalisations concrètes. Et surtout, le fameux CV adapté à l'offre. Voilà. C'est la meilleure stratégie, quelles que soient les petites variations du processus côté entreprise. La clarté et la pertinence, ça reste les maîtres mots pour passer ces étapes. Ok, si on récapitule rapidement ce voyage du CV, on a donc d'abord le tri initial, rapide, basé sur les critères essentiels, parfois avec l'aide d'un logiciel. C'est ça? Ensuite, l'analyse du contenu, plus en détail pour voir la cohérence, la pertinence du parcours. Oui. Troisièmement, parfois la vérification des références pour valider certains points. Dans certains cas, oui. Quatrièmement, l'étape cruciale, la comparaison point par point avec le profil du poste, l'adéquation fine. Le moment clé. Et enfin, la présélection, on établit la liste des candidats qui continuent, ce qu'on va appeler pour un entretien. Exactement. C'est le résultat de tout ce travail d'évaluation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour moi, l'idée forte, c'est que même si ça peut paraître un peu froid ou mécanique, ce processus a une logique. Et le comprendre, c'est déjà se donner un avantage. Tout à fait. Savoir qu'il y a ces étapes, comprendre ce qui est recherché à chaque fois, ça permet de construire une candidature plus stratégique, plus ciblée. Ce n'est plus juste une boîte noire. On sait un peu mieux comment ça marche de l'autre côté. Voilà. Et d'ailleurs, cette exploration, ça soulève une question intéressante, je trouve. Une question de fond qui est assez débattue dans le recrutement aujourd'hui. Ah oui, je t'écoute. Si on pense à l'importance du tri initial, qui peut être automatisé, et à cette comparaison très serrée avec un profil de poste souvent assez défini, quelle place ça laisse pour les profils un peu différents, les parcours atypiques? Bonne question. Les gens qui ont fait des reconversions, qui ont des compétences un peu transversales, mais qui rentrent pas pile dans les cases. C'est ça. Est-ce que ce système, qui est conçu pour l'efficacité et pour trouver la correspondance la plus évidente avec un besoin précis, ne risque pas involontairement de filtrer aussi l'originalité, la diversité des expériences? De passer à côté de potentiels un peu cachés qui sortent du moule standard. C'est toute la question. Comment on concilie ce besoin légitime des entreprises de trouver vite des gens qui correspondent avec le risque de rater des talents différents, peut-être moins évidents sur le papier au premier abord, mais qui pourraient apporter énormément? Est-ce que ce processus favorise une certaine forme de conformité? C'est une tension réelle. C'est un défi pour les RH. Comment optimiser leur processus sans fermer la porte à la richesse des parcours moins linéaires? C'est une réflexion importante, je pense. Effectivement, une excellente question pour continuer à y penser. Merci beaucoup d'avoir éclairé avec nous ce cheminement du CV, c'était passionnant. Avec plaisir. C'est un sujet essentiel au cœur de la rencontre entre les personnes et les opportunités professionnelles.